Bonjour à toutes et à tous, je suis Clotilde Chamussi, bienvenue sur Passé Sauvage. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Mission Archéo qui se déroule en Croatie. C'est une vidéo dont je suis extrêmement fière parce qu'on a réussi à produire un épisode à l'étranger en suivant une équipe d'archéologues franco-croates lors d'une fouille rendue sensible par la nature même des vestiges, un bateau vieux de 3000 ans. Et pour mener à bien ce projet, il faut être organisé et avoir des outils performants comme ceux proposés par Odoo, dont je vous ai déjà parlé et avec qui je collabore de nouveau. Odoo est un logiciel de gestion tout en un qui vous offre la possibilité de gérer votre entreprise et de pouvoir avoir une vue globale sur vos activités et objectifs. Et une des applications de cette plateforme que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui, c'est l'application Projet. Elle centralise absolument toutes les étapes de votre projet. Tous les documents, activités, agenda seront sauvegardés ici. Vous avez même un chat intégré pour discuter avec votre équipe ou votre client. C'est finalement bien plus simple que d'avoir un drive à un endroit, un canal de discussion ailleurs et de gérer plusieurs agendas sur encore une autre plateforme. Là, vous avez tout au même endroit. Quand je travaille sur un épisode de Mission Archéo, typiquement, j'ai besoin d'avoir le budget de la série, les factures et surtout d'avoir une vision globale de la post-production. Cette partie demande vraiment de la synchronisation parce que, imaginez, pendant que le mixage se fait, je travaille sur la vignette avec David A, puis j'envoie l'épisode pour validation aux archéologues. Une fois validation reçue, ça part en sous-titrage chez Alire Bleco, et puis il y a la partie sponsor qui nécessite aussi plusieurs retours. Bref, ça m'amuse de vous montrer un peu l'envers du décor, mais vous comprenez que c'est surtout une organisation dense, et l'application Projet d'Odoo permet d'optimiser toutes ces étapes. J'espère vous avoir éclairé sur les possibilités de cet outil. Vous avez un lien qui s'affiche ici et également sous la vidéo pour vous aussi gérer au mieux vos projets. Merci de votre écoute et très bon visionnage. Reprenons le compte là où nous l'avions laissé. Après son adoubement à Arverne, et n'écoutant que son courage, le chevalier à la perche poursuivait inlassablement sa quête du vase prodigieux. Embarqués pour les lointaines terres d'Istrie sur la rumeur d'un antique naufrage, ils sondaient sans relâche ses rivages. Longtemps, il parcourut la grève brûlante et crut l'apercevoir. Mais alors qu'il avait perdu tout espoir, il entendit un grand bruit de vagues rompues et de galets entrechoqués. Devant lui, un clerc nageait aussi vite que son souffle pouvait aller. À travers son aume, il reconnut son ami et courut vers lui les bras tendus. Et tous deux s'accolèrent tandis que l'eau du cœur leur monta aux yeux. Réunis en terre étrangère, ils menèrent ensemble de merveilleuses aventures à bonne fin. This one? You
et puis for A. Okay. Maybe I can do the cut by the end of my diving. And when you... No. Don't do cut. No. Czekaj. Madaj. No, just put some pins here. Where? You have to cut. You know that, huh? I need to. I need to. It's like baptizing. G and H, we can put them here. Just after... Hello. Vous voyez la grosse différence quand même, c'est qu'on n'a pas le site sous les yeux. Et du coup c'est pour ça qu'on fait des longs briefings et que le travail est un peu moins évident que quand on est à terre. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en bas, il y a une espèce de chorégraphie qui est déjà prévue là-haut et chacun c'est fait ce qu'il vraiment comme les astronautes, quoi. Faut que tout soit genre tac, 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 tu fais des trucs et c'est automatique. Et si tu as oublié quelque chose ou si quelque chose ne se passe pas comme prévu, tout se dérègle. The plan for our team is to take out P4A, but we need to cut it in two pieces. So we will cut it here, where the frame was. I didn't want to cut the boat. Yes, I understand that. I am very, sensitive and emotional about the cutting the boat who is from prehistoric time. So they are killing me because of this, because I need to do a cut, Ok. Voilà. Le temps moyen d'une plongée, c'est 1h30 quand on travaille comme ça. Après, ça peut durer 2 heures. On est à faible profondeur, là on est à 2,50 m. Alors les planches viennent sur le blanc, elles sont glissées dessus. Après elles sont scratchées, il y a de la mousse qui vient sur les côtés quand il y a des points qui sont un peu fragiles. Et ensuite on va venir les poser sur une échelle et on va les monter comme ça jusqu'au bateau. So you are going in the first. Yeah, we are almost ready, I think. Okay. We are just removing the bags in this area and put them where they were yesterday. The easiest way to work is to just cut the mud like a cake. So you need to take this kind of tool. Yeah. Super. Allez, on voit. Tout à l'heure. À tout de suite. You said at first you thought it was a Roman boat? Yes. And when we saw the planks, we say, oh my God, we have a Roman boat, and it was incredible. And then we got radiocarbon date from 12th to 10th century BC, and it was incredible. It's crazy. Yes, it's crazy, and then we were a little bit scared, and then we started to prepare, to prepare for big excavation, which will come later with the French team, Centre Camille Julien in 2013, because we wanted to work with them. So this boat joined us, Et c'est un bateau qui est en bois cousu. Cousu. Ouais. Ok, c'est le bois qui est cousu. C'est les planches de bois qui sont cousues les unes aux autres pour faire l'étanchéité. Les deux planches sont l'une contre l'autre et effectivement il y a des trous régulièrement et il y a vraiment un système de couture qui peut changer selon les bateaux, selon les traditions. Il y a tout un travail et qui va permettre de faire l'étanchéité. Mais des bateaux cousus, on en a plein d'autres en Adriatique. C'est pas le seul exemple qu'on a. Et du coup l'intérêt, effectivement, celui-là c'est le plus ancien. Donc c'est le plus symbolique, le plus mythique aussi pour les croates.
Vous avez un signe si vous trouvez un objet extraordinaire? Comment J'ai pas bien vu, pardon. Tu veux que tu fasses avec le bruit sous l'eau? Et quand tu trouves un objet, est-ce que t'as pas envie de pas faire le geste et de le glisser sous ta combi et de partir avec? Par exemple, si tu trouves le Graal en dessous du bateau. Alors là, on rentre dans un truc qui s'appelle le pillage. Dans le domaine sous-marin, il y a eu énormément de gens, de plongeurs dans les années 60-70 où la plongée commençait à se démocratiser, qui se sont allègrement servis sur beaucoup de sites patrimoniaux, sachant que tout ce qui est du domaine sous-marin appartient à l'État et il n'y a pas du tout de revendication de quoi que ce soit possible pour un privé. Donc le pillage, c'est vraiment un fléau pour l'archéologie sous-marine, donc on essaie vraiment de se battre contre ça. Et ça passe aussi par partager ce qu'on découvre, en faire profiter les gens, qu'ils n'aient pas l'impression que c'est des choses qui soient réservées à un petit groupe de spécialistes. Et c'est en le rendant tout ça accessible que le public peut aussi s'approprier ce patrimoine-là et le considérer à sa juste valeur. If we don't come back in 2 hours, look for us in Italy. What are you filming? The archaeology... the excavation of the boat. Oh. There is a prehistoric boat. Oh really? There? Yeah. Demandez si elle connaît open. Allez. Donc là, Ida vient juste de relever cet élément-là. Ce matin, on a fait 1, 2, 3. It's amazing. I thought we will need maybe 5, 6 days more. Ce qu'on s'est dit, c'est que pour sortir le bateau, on va faire des gabarits pour chacune des planches. Et ces gabarits, on va les faire réaliser par usinage, par découpe numérique. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir chacune des pièces. En fait, chaque matin, ce que je fais, c'est que je vérifie que le gabarit est bien conforme à ce qu'on avait dessiné. Il y a aussi parfois des problèmes, des tout petits problèmes de section qu'on met à jour sur le terrain. Et du coup, quand on est sous l'eau, on a vraiment le profil qui nous permet de reconnaître qu'on est au bon endroit, qu'on est bien calé, et ça rend les choses beaucoup plus simples sous l'eau. Haydi Neko, haydi. İnsan.
y a du... t'as pas de la mousse là? La mousse, j'en ai mis là, sous les échelles. Je m'en fous là. Non. Mets-moi un morceau de mousse. De l'autre côté. Un morceau, tu me déchires un morceau. Vas-y, gros coup. Non, non, mais... Je peux pas monter. Non. Voilà. Tu sais, quand on filmait le bois là, Ouais. tu te dis tu filmes un truc qui a pas bougé depuis un paquet de temps. Julia m'a donné l'adresse, mais on a un peu de temps, il est très tôt. Hein. Ouais, il est même pas 14h. Me rentre peut-être, non? Attends. Ça va? Il y a Louis qui arrive. Une seconde. Il y a Louis qui prend le relais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça saute. Et c'était trop chouette le moment Où on sort ça le faisait un bois. truc de Oui. C'est vrai que nous, on est un peu blasés. J'ai fouillé 12 épaves ici et j'en ai beaucoup d'autres dans mon carnet Mais c'est toujours une émotion et je peux comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui est la première fois, ça fait... Et là, c'est vrai que d'un côté, il y a l'intérêt patrimonial, donc du fait de pouvoir à terme exposer l'épave et le présenter au grand public, mais de l'autre côté, pour nous, c'est une occasion extraordinaire pour avoir des informations supplémentaires sur la construction et sur la technologie de la fin de l'âge du bronze, début de l'âge du fer de cette partie de la Méditerranée. Donc c'est un bateau qui est complètement cousu. Tous les éléments, que ce soit la quille planche, les verrures, les membrures, sont assemblés par des ligatures. C'est une couture simple. D'accord. Un seul lien qui passe. Voilà. C'est pas, vous n'avez pas des transfilages qui permettent de faire une ligature en croix, par exemple. Ouais. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment un passage, un point de surjet, on l'appelle comme ça dans la couture, point de surjet. Donc là, on est en train de démonter. Vous avez vu toutes les pièces et vous avez ici. Vous voyez ces baguettes, c'est pas vraiment des baguettes, c'est des lattes, c'est des lattes, des fines lattes en sapin qui étaient positionnées sur les joints entre les verrures. Donc c'était une fonction d'étanchéité. Hein, voilà. Est-ce que toi, dans ce plan, quand il a été dressé, il y a des choses qui t'ont paru originales, que tu n'as pas l'habitude de voir Oui, mais c'est une architecture qui est complètement nouvelle. En 2013, donc on a fouillé la totalité et on allait chercher une extrémité et on est tombé sur cette extrémité très affilée, comme un gros nez, comme ça, un bec. Donc c'est un tronc d'arbre, un gros tronc de dorme qui devait faire environ un diamètre de au moins 50 cm, donc c'est gros. Ça a été creusé de la même manière qu'on construit des pirogues. Donc c'est une pirogue à laquelle on a rajouté des verrures pour monter le flanc du bateau. Mais ici, la question est de savoir si à un moment donné, ils ont déformé le bois pour ouvrir et pouvoir après avoir une section un peu plus arrondie et large. Comme on fait les scans, on verra bien toutes les traces et on pourra bien étudier aussi les traces d'outillage. Donc tout est fait à l'âche, donc on coupe et probablement on utilise justement des pointes, des ciseaux pour percer. D'où peut-être le fait que parfois on a plusieurs canaux. Mais 3000 ans,
ne sont pas trop conservés, les ligatures ne sont pas conservées. Vous avez ici les traces, on les voit bien sur le bois. Ah oui, on les voit. Voilà. Ah oui, oui. Ils sont très clairs, on les voit bien. On voit qu'il est un peu gondolé parce que justement, voilà, c'est parfait, hein, c'est extraordinaire, vous voyez bien. Hein. Le fait d'avoir trouvé Zambratia témoigne de l'ancienneté de cette tradition locale. Donc un développement de bateaux cousus par les peuples qui vivaient ici avant l'arrivée des Grecs et des Romains. Je vous laisse avec un moment avec Harry. Chacune de ces pièces de bois là, qui sont fragiles, donc chaque fois qu'on les manipule, on risque de les casser. Donc on essaye de faire des petits conditionnements qui permettent de les déplacer sans les toucher directement. Parce que tous ces bois, ça fait plusieurs milliers d'années qu'ils sont dans l'eau, qu'ils ont perdu une partie de la cellulose qui les constitue, donc c'est des bois qui sont extrêmement dégradés. Si jamais on les laissait sécher à l'air sans le moindre traitement, à ce moment-là, le bois se détruirait complètement, on se déformerait. Et donc, déjà dans un premier temps, nous, pour pouvoir travailler, on les garde dans l'eau. Et quand on en a besoin, on les sort de l'eau pour observation, études et tout. Et puis, dans le cadre d'une présentation muséographique, ces bois, il faudra les sécher. Et nous, ce qu'on va faire, c'est de remplacer l'eau par de la résine qui va permettre de consolider la structure du bois et de lui permettre de supporter le séchage. Et ensuite de faire un remontage de la coque. Mais ce qu'il faut, c'est que ça ne sèche pas. Donc, en gros, hein, si on veut simplifier, hein, c'est que le bois, c'est une structure poreuse. Donc il y a des vaisseaux qui permettent de distribuer, quand l'arbre est vivant, la sève. Et ça, ce sont autant de petits tuyaux qui ont tellement perdu de leur résistance mécanique qui fait que ces tuyaux, au moment où ils sèchent, l'eau en partant va créer des tensions telles que les tuyaux vont s'affaisser les uns sur les autres. Et à ce moment-là, ce sera totalement irréversible et ça va se concrétiser par des déformations, des fissurations qui seront complètement irrécupérables. Et une des méthodes la plus traditionnelle qui se fasse de par le monde, c'est de congeler l'objet à des températures très basses, de l'ordre de moins 30 degrés, et ensuite de faire le vide. Et en faisant le vide, eh bien, c'est pas l'eau qui s'évapore, mais c'est la glace. Ça s'appelle la sublimation. Hein. C'est le solide qui passe à l'état vapeur et sans passer par la phase liquide. Et justement, toutes ces pressions, ces tensions capillaires qui existaient, si l'eau s'en allait, eh bien, on s'en affranchit. Ah bah, il y a 100 ans, les techniques, elles étaient à base de sel d'Alain qui ont permis de conserver les premiers bois gorgés d'eau que les Scandinaves commençaient à essayer de traiter. Et puis ensuite, il y a eu toutes sortes de techniques successives qui ont essayé d'améliorer les résultats. Et il y a eu des tentatives avec de sucre, par exemple, d'autres avec des résines mélamine formol. Il y a vraiment toute une chronologie de la recherche en chimie, hein, puisqu'on est vraiment dans de la chimie, pour essayer de trouver le matériau idéal qui permettrait de conserver les bois, et celle d'utiliser cette résine dont je vous parlais, qui s'appelle le polyéthylène glycol. On est toujours à la recherche du produit idéal, de la méthode idéale pour conserver ces bois. Le processus de la fouille jusqu'à la restitution et même la réplique navigante, c'est vraiment une chaîne qui est... avec Julia, on considère que c'est vraiment tout notre travail. C'est pas quelque chose en plus, l'expérimentation qui serait un peu gadget. C'est vraiment un procédé de recherche et de compréhension. Typiquement, par exemple, sur Zambratia, la méthode d'assemblage, ces petites lattes que vous avez vues, cette couture en simple surjet, nous, elle nous interroge énormément parce qu'on ne comprend pas comment ça peut tenir. Sur les bateaux grecs archaïques, c'est un petit fil de lin d'1 millimètre qui est passé 12 fois dans chaque trou. Donc là, c'est la multiplication des brins qui fait la résistance de l'ensemble. Au Kerala, en Inde, les charpentiers aujourd'hui,
Ils vont coudre les bateaux avec des fibres de coco, mais avec un brin très très résistant. Donc ils vont pas le passer beaucoup de fois, peut-être 2 ou 3 fois, mais c'est ultra costaud. Et là, le fait qu'il n'y ait qu'un seul brin, ça veut dire que tu dois mettre beaucoup de tension au moment de la couture. Tu dois pouvoir bloquer cette tension d'un point à un autre, parce que au moment où tu repasses le fil de la couture dans le suivant, ça va se détendre au point d'avant. Donc il faut réfléchir à tout ça, et l'expérimentation, du coup, c'est vraiment partie intégrante. Donc là, on est sur la fouille, relevage, la documentation. L'étape suivante, c'est nécessairement la restitution du bateau, qui permet à la fin de faire l'expérimentation et la reconstruction d'une réplique. Okay. Donc ça se passe tu vas dans un chantier naval et tu construis un bateau. Ouais. Et tu sais construire un bateau. Non mais comment? Oui. Non mais ça fait beaucoup de tâches. Ouais, mais tu vas le faire nécessaire. Ouais, tu vas t'entourer. Après, il faut s'entourer des personnes qui. Des artisans, enfin des gens qui. Ouais, des charpentiers de marine. Il faut trouver les personnes, tu vois, qui sont ouvertes à ça et ultra intéressées au projet. Et c'est vrai que pour faire de l'archéologie navale, à un moment ou à un autre, il faut quand même que tu saches comment construire un bateau. Tu estimes à combien pour arriver à, enfin toi, Pierre, mettre le bateau à la flotte à Zabreja? Ça va beaucoup dépendre de la manière dont on veut le reconstruire. Si on fait un projet expérimental vraiment jusqu'au bout, avec les outils expérimentaux, avec quelque chose de très poussé, on peut en avoir pour un moment. Moi je dirais bien facile 1 an, 1 an et demi. Après, il y a le problème de l'approvisionnement. Ça veut dire qu'il faut trouver pour la quille planche, qu'on sortira en dernier, qui est cette étrave façonnée là, dans un gros arbre. Et celui-là, il va falloir le trouver. Et d'expérience, maintenant, je sais que aussi, avant de construire un bateau, il faut savoir cette destinée à court, moyen et long terme. Voilà, même dans un contexte où on l'entretient vachement bien, où il y a beaucoup d'attention sur la réplique, au bout d'un moment, c'est des bateaux qui fatiguent et qu'on ne peut plus utiliser. Donc, voilà, il faut se dire qu'à un moment, les répliques ont une vie de bateau qui navigue, et puis après, une vie qui peut être une vie de bateau muséographique. C'est fou ce que vous faites dans la même journée quand vous faites ce métier. Ça comme un tout. D'accord ? Chaque fois, c'est une pièce du puzzle supplémentaire. Ok. Qu'est-ce que tu as retenu là, de cette fouille ? Ben, que le bateau transmettait pas le Graal, que le Graal n'était pas sous la flotte, et que derrière le bateau, il y a du sable. Tu crois pas qu'il y a un rapport avec l'eau quand même ? Tu crois ? Peut-être que le bateau se serait fait attaquer, il aurait eu le Graal, se serait fait attaquer. C'est pour ça qu'il aurait coulé ? Je suis pas sûr. T'es pas sûr ?
une chose, c'est de faire attention à Chloé. Parce que j'ai l'impression qu'elle commence à se douter de quelque chose. Tu vois? Et ça pourrait tout faire capoter. Ok, je me tais alors.